Bonjour à tous, Télé Grenoble au cœur des municipales. Les 23 et 30 mars prochains, vous choisirez les équipes qui piloteront vos communes pour les 6 ans à venir. La campagne bat son plein et Télé Grenoble entend bien jouer son rôle de chaîne de proximité en vous proposant chaque semaine un débat sur l'une des grandes villes de la région grenobloise. Cette semaine, escale à Échirolles. En 2008, Renzo Sully avait été élu dès le premier tour avec presque 57% des voix, malgré la présence au total de 5 listes en course. Elles sont autant cette fois, mais le maire sortant doit affronter la dissidence d'un de ses adjoints, tête de liste socialiste. Échirolles, commune de 36 000 habitants environ, avec un revenu moyen annuel par foyer d'un peu moins de 20 000 euros. Et pour composer une liste, eh bien, il fallait trouver 39 colistiers. Alors, 5 listes en course en 2008, je le disais, elles devraient être au moins autant cette fois-ci. La liste de Renzo Sully pour le Parti communiste français, Vivre Échirolles. La liste de Laurent Berthet, liste socialiste, en tout cas Laurent Berthet socialiste, on va expliquer tout cela. Échirolles, c'est vous. La liste de Chantal Gomez, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. La liste de Magali Vicente pour l'UMP, Échirolles pour la vie. Et la liste d'Alexis Joly du Front National, Échirolles Bleu Marine. On précise évidemment que d'autres listes peuvent encore apparaître puisque la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 6 mars, jeudi prochain. Allez, mesdames, messieurs, on va faire un premier tour de table pour un peu mieux se connaître. Renzo Sully, on vous connaît, Parti communiste, Vivre Échirolles, c'est le nom de votre liste, 64 ans, oui. Communiste de la première heure. Très jeune. Les jeunesses communistes. Oui. Adolescent déjà, élu conseiller municipal quand dans les années 80, 83. En 80, oui. Et puis vous avez été premier adjoint de Gilbert Biessy, le maire de l'époque, en 89, et ensuite il vous a passé la main en 99. Vous avez été élu en 2001, puis en 2008, vous avez aussi des responsabilités à la métro. Oui, comme premier vice-président, oui. En charge de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Je le disais en présentation, cette fois-ci, pas de liste d'union de la gauche à Échirolles. Si, il y a une liste d'union de la gauche, puisque la responsabilité qui est la mienne, c'est de conduire une liste de large rassemblement, effectivement, où nous trouvons toutes les composantes du front de gauche, que ce soit les communistes, le parti de gauche, le Rassemblement Nouveau à gauche, qui est une composante échirolloise, nous trouvons le Parti socialiste, nous trouvons les radicaux de gauche, nous trouvons le MRC, nous trouvons Génération Écologie, et puis des membres de la société civile et de Réseau Citoyen Échirolles. Donc c'est une liste qui rassemble largement les forces de gauche et qui a l'investiture de l'ensemble des partis qui l'en composent. Donc large rassemblement, mais pas rassemblement complet. Tout à fait, puisque effectivement une partie du Parti socialiste, à ma grande déception, a préféré choisir l'alliance avec le MoDem de Borloo et la division plutôt que le rassemblement dans l'intérêt des Échirollois et de la ville d'Échirolles. On va évidemment revenir sur ce point précis. Le socialiste Emmanuel Schumacher qui a finalement rejoint votre liste. Il est numéro 5, c'est ça, sur votre liste? Oui. Il était numéro 9 en 2008. Oui. Et il avait été de la dissidence il y a quelques mois. Il voulait lui faire une liste séparée. Comment vous l'avez convaincu? Moi, je n'ai convaincu personne. Moi, j'ai toujours affirmé depuis plus d'un an mes intentions, qui étaient que malgré les divergences qu'on peut avoir sur les effets de la politique gouvernementale, et tout le monde sait que j'en approuve pas l'essentiel, il me semblait plus important dans une ville de créer un projet municipal qui rassemble dans un moment où notre pays, nos collectivités, nos habitants ont des difficultés majeures. Et que le rassemblement devait être un élément qui devait dépasser les appréciations différentes qu'on pouvait avoir de la politique gouvernementale, et qu'il était possible au niveau local de le faire. Je constate qu'on y est arrivé, et certains n'ont pas voulu y arriver, ont préféré d'entrée, sans discussion aucune, choisir des alliances un peu hétéroclites, et je pense que c'est ça qui a créé l'éclatement à l'intérieur du groupe socialiste. Après, c'est l'affaire, je dirais,
du Parti socialiste. C'est pas mon affaire à moi direct. Moi, je suis satisfait de conduire une liste qui rassemble tout le monde. Notamment Emmanuel Schumacher, qui, encore une fois, il y a quelques mois, n'était pas tendre avec vous. Hein. La ville n'appartient pas à un clan qui en privatise la gestion. C'est ce qu'il disait il y a un peu moins d'un an, avant finalement de vous rejoindre. Tout ça, c'est oublié. C'est la démonstration, en tout cas, que lorsqu'on choisit des oppositions artificielles, il faut choisir aussi des clivages artificiels. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut grossir le trait, il faut... Il était dans l'exagération. C'est la démonstration. Sinon, ça voudrait dire que ça n'a pas de sens. Et on l'a bien vu, je dirais, la dernière année au sein du conseil municipal. Moi, le constat que je peux faire, c'est, pour ce que j'en connais, des options qui sont celles défendues par l'autre liste, elles sont toutes dans notre programme municipal. Je ne vois pas les divergences de fond qu'il peut y avoir, ou en tout cas irrémédiables. Ça veut bien dire que c'est un clivage qui a d'autres sources que le propre contenu de la politique municipale. Après, on peut en rajouter, on peut exagérer, on peut forcier le trait, parce qu'il faut bien à un moment donné justifier ses propres faiblesses. Je crois que c'est la démonstration qu'en fait l'intérêt général était bien au-dessus de ce type de considération à ce moment-là, et qu'il a prévalu. Moi, je me satisfais qu'il ait prévalu et qu'on dépasse, je dirais, les invectives, on dépasse les approches un peu exagérées, parfois démagogiques, de telle ou telle proposition. En tout cas, j'aurais souhaité aller plus loin, c'est pas le cas. On assume, je dirais, aujourd'hui la responsabilité de conduire cette liste, et j'en suis, je le redis, dans l'intérêt des habitants de notre ville et de notre ville, plutôt satisfait. Renzo Sully, ça va être important, et votre éclairage peut nous être essentiel, parce que ce qu'on constate aujourd'hui à Échirolles, on en a parlé pour Saint-Martin-d'Air il y a quelques jours, on en a parlé un peu avant pour Fontaine, les cas de figure se répètent. Jusqu'à maintenant, les maires communistes réussissaient à faire des rassemblements complets avec toutes les composantes de gauche. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que la relation entre le PS et le PC se tend, ou est-ce que c'est simplement des ambitions personnelles qui s'expriment? Moi, je crois qu'il y a les deux. Il y a les deux, il ne faut pas se le cacher. Ce qui s'est tendu, c'est la politique gouvernementale. Nous ne sommes pas au gouvernement. Le Front de gauche n'est pas au gouvernement. Moi, je souhaite la réussite d'une politique de gauche. Je le dis tranquillement, sincèrement. Pour autant, je suis persuadé que la politique qui est en train d'être menée, elle ne conduira pas à ça. Il suffit de regarder la question de l'emploi, la question du chômage. Et c'est ce qui tend les rapports localement. Et c'est ce qui tend sans doute en partie les rapports localement. Et puis après, il ne faut pas se le cacher, il y a des ambitions personnelles, on le voit bien, qui vont bien au-delà des questions politiques, puisque, je le rappelle, y compris nationalement, départementalement, ou au niveau de l'agglomération, c'est bien la liste que je conduis qui a l'investiture du Parti socialiste, le soutien national, départemental et d'agglomération. Laurent Berthet, alors vous êtes vous-même socialiste, vous présentez une liste, Échirolles, c'est vous avez 43 ans. Vous êtes actuellement dans l'équipe de Renzo Sully, vous êtes son deuxième adjoint, en charge de la prévention, de l'insertion et de la formation professionnelle. Et vous êtes donc à la tête de ce que Renzo Sully appelle cette alliance hétéroclite. Je dirais que c'est plutôt une deuxième liste de rassemblement à gauche, une liste qui va du centre-gauche aux écologistes. Donc du MoDem à Europe Écologie Les Verts, c'est ça? Pour ceux qui sont avec nous, le MoDem, c'est leur histoire passée. Leur histoire future, c'est d'être un groupe de centre-gauche. Donc c'est bien des élus qui ne se reconnaissent pas dans la dérive à droite du MoDem et qui souhaitent participer à une liste de gauche. Donc c'est bien une liste de rassemblement de la gauche qui assume le fait de rassembler le centre-gauche, les écologistes avec Europe Écologie Les Verts, principal parti écologiste, et puis effectivement la quasi-totalité des militants socialistes de cette ville. Donc, le réseau citoyen, quatrième composante importante de notre rassemblement, qui regroupe des personnalités de la vie associative de la vie locale. Donc si je comprends bien, à Échirolles, il y a tellement de courants à gauche que c'est difficile de rassembler tout le monde derrière une seule liste. Non, je crois que la question qui est posée, c'est la question du constat, du projet, et que c'est sur cette base-là que se font ou non les rassemblements. Le constat qui est partagé par le collectif Échirolles, c'est vous aujourd'hui, c'est que la situation se dégrade et qu'il y a de nouvelles solutions à apporter.
Donc c'est ce qui fonde ce rassemblement-là. Pas une question de diversité des étiquettes, c'est une question d'analyse de ce qu'est la situation de la ville et des solutions qu'on peut apporter. Donc le projet que vous proposez aujourd'hui, ce n'est pas le projet que vous avez défendu pendant 6 ans aux côtés de Renzo Sully. C'est un nouveau projet, avec de nouveaux partenaires, de nouvelles ambitions pour la ville. Quand il dit que sur le fond, finalement, il n'y a pas grand-chose qui oppose votre programme au sien. Et je crois que vous faites un débat pour qu'on puisse mesurer tout ça. Vous n'avez pas réussi donc à rallier tous les socialistes de l'actuelle majorité. J'évoquais tout à l'heure Emmanuel Schumacher, qui était tenté par l'aventure de la dissidence et qui finalement vous a laissé tomber en cours de route. Expliquez-nous. Je crois que quand on veut des explications sur les décisions individuelles, le mieux c'est de les demander à ceux qui les ont prises. Moi je sais qu'on rassemble très largement dans ce collectif, qu'on est aujourd'hui dans une démarche qui nous rassemble, qui nous unit, qui va au-delà des divergences qui peuvent être celles qui préexistaient entre les différentes identités politiques qui sont dans ce rassemblement. Mais on est capable d'en faire la synthèse, on est capable de trouver des équilibres et des projets communs. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Après les décisions individuelles, chacun peut les expliquer, les assumer. Moi j'assume ma décision. Ma décision, c'est pas celle de céder à une ambition personnelle. Comme ça a été dit. Non, non. Ma décision, c'est de prendre le risque de défendre mes idées sur une liste autonome. Voilà. Avec le courage et le projet qui va avec. Ça veut dire que vous prendrez le risque de défendre vos idées aussi au deuxième tour ? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fusion au deuxième tour ? Là aussi, je vous remercie d'organiser des débats. On est dans le débat du premier tour. Nous allons donc laisser les électeurs échirolois trancher les questions que nous allons débattre. On verra ensuite la question du deuxième tour. Moi, je crois qu'il faut prendre... Les électeurs ne font pas d'hypothèses et ne sont pas suffisamment intelligents pour évoquer des hypothèses. Il y a deux hypothèses concrètes. Soit vous êtes au deuxième tour, soit vous n'y êtes pas. Si vous y êtes, est-ce que vous êtes en tête ou est-ce que vous n'y êtes pas ? Et est-ce que vous ferez fusion ou pas ? Vous avez raison, les électeurs sont très intelligents. C'est d'ailleurs eux qui vont décider de ça. Donc je propose qu'on attende qu'ils se prononcent. Le Parti socialiste et le Parti communiste français ont choisi de s'engager sur des listes communes à Échirolles avec Renzo Sully. C'est la teneur du communiqué de presse officiel du PS et du PC. Renzo Sully nous expliquait que c'est lui qui avait l'investiture, qui pouvait se revendiquer de l'investiture du Parti socialiste et du Parti communiste. Ce n'est pas le choix des socialistes échirollois. On fait le choix d'être dans une autre démarche. Voilà, après... Le soutien du national, oui, il a été exprimé tel que vous l'avez indiqué. Le choix des militants au niveau local, c'est de porter le collectif Échirolles c'est vous et d'avancer sur ce rassemblement, sur ce projet. Sincèrement, on a quand même du mal à y comprendre. Je posais la question dans les mêmes termes à Philippe Serre, à Saint-Martin-d'Air. Le logo PS, il sera sur quelles affiches ? La vôtre ou celle de Renzo Sully ? Moi, je suis socialiste. Les socialistes composent une part importante du collectif Échirolles c'est vous. Donc jusqu'à plus informé, on ne m'a pas interdit de l'utiliser. Donc je mettrai le logo du PS sur notre communication, tout comme nous mettons le logo du réseau citoyen ou le logo d'Europe Écologie Les Verts. Renzo Sully, il y aura le logo du PS sur vos affiches ? Je crois que les socialistes qui sont dans notre liste, comme ils ont l'investiture départementale et nationale, ils mettront le logo du Parti socialiste. Bon. Et les sympathisants socialistes choisiront du coup. Alors il est vrai que le communiqué officiel, PSPC, précise « Là où l'unité n'est pas au rendez-vous, nous nous rassemblerons au second tour ». C'est ce qui est dans le communiqué, Laurent Berthet. C'est ce qui est dans le communiqué. Vous voyez comment c'est difficile. C'est-à-dire qu'on envisage la possibilité de ne pas se rassembler au deuxième tour. C'est extrêmement dangereux. Je pense que les citoyens d'Échirolles apprécieront. Non, moi je trouve que c'est courageux au contraire. Je trouve que c'est courageux pour Laurent de défendre ses idées au premier tour, mais je dis que c'est courageux c'est encore plus courageux s'il le défend jusqu'au deuxième, parce que maintenant dans la ligne dans laquelle il est parti, il a fait preuve de courage pour défendre ses idées et ses convictions avec le réseau citoyen, donc avec son programme, et dans ces cas-là, il doit absolument le défendre jusqu'au deuxième tour et ne jamais s'allier dans le cadre du deuxième tour. Vous me permettrez une remarque à cette étape-là. Je suis très surpris qu'on commence à discuter du second tour, alors qu'on n'a pas encore discuté du premier tour et des projets qui sont en course, en lice,
et sur lesquels les Échirolois vont devoir se déterminer. Rassurez-vous, on Donc va y je venir. comprends le besoin pour le journaliste d'avoir cette prospective intellectuelle, mais je crois que pour les électeurs échirolois, la question qui est posée, c'est celle du premier tour. Il y a effectivement un danger que moi je considère réel d'avoir, un score important de la droite ou du Front National, et c'est précisément parce qu'il y a ce danger que nous avons pris la responsabilité au sein du collectif d'offrir une alternative à gauche. Donc c'est au contraire un choix très responsable et pas une prise de risque pour le devenir de la ville. J'entends bien. Je pense, Laurent Berthet, que c'est important pour les électeurs aussi de savoir quelles sont les forces en présence et quelles sont leurs potentialités de rassemblement. Je L'objectif... permettrait quand même de trouver assez étonnant que l'UMP explique à la liste ce qu'elle doit faire et souhaite qu'effectivement cette liste soit représentée au deuxième tour. Non, l'UMP Voilà, ne fait c'est que constater et donner c'est tout son ce que avis. j'ai dit, moi. Renzo Sully. Je trouve ça étonnant. Renzo Je suis Sully. autant spectatrice. Vous comprenez bien quand même que la droite a intérêt à ce que la gauche soit divisée au Bien deuxième sûr. tour. D'accord. L'objectif, Laurent Berthet, c'est d'arriver en tête au premier tour. Évidemment. C'est probable, Renzo Sully, c'est possible, c'est envisageable. Ah, mais moi, C'est je crédible. suis un démocrate. Ce sont les Échirolois qui décideront. Nous, on a confiance dans le fait qu'on arrivera largement en tête au premier tour. Mais après, cela tient à l'idée qu'on se fait du travail qu'on a accompli, du bilan, de notre programme, du travail qu'on fait. Mais après, ce sont les électeurs, les électrices d'Échirolles qui décideront. Laurent Berthet ne veut pas évoquer les hypothèses du second tour. Je vous pose la question à vous. Est-ce qu'une liste de fusion au deuxième tour peut être encore possible avec Laurent Berthet ou est-ce que les limites ont été atteintes? Même si c'est difficile, parce qu'effectivement, je veux dire, on le voit bien dans les propos un peu masqués de Laurent Berthet, qu'ils n'ont pas la volonté de créer les conditions du rassemblement. Et donc, ça rendra sans doute les choses difficiles. Malgré cela, moi, je continue d'affirmer que ma priorité à moi, c'est de rassembler l'ensemble des forces de gauche et progressistes de cette ville-là. Ça me semble l'élément le plus important. Laurent Berthet, après... allez-y. Si vous permettez juste là-dessus, puisque chacun veut parler en mon nom, je vais quand même dire la manière dont je vois les choses. Vous avez déjà parlé 5 minutes, hein, donc on ne vous a pas alors, coupé la parole. Je vais être rapide. Allez-y. Pour moi, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que les électeurs aient le choix au premier tour. Et le deuxième, c'est que chacun, et là aussi je le redis, en son âme et conscience, en assumant ses responsabilités, fasse en sorte que le choix des électeurs du premier tour soit respecté. Voilà ma réponse sur cette question. Allez, on continue notre tour de table, toujours à gauche, avec Chantal Gomez, donc de Lutte ouvrière, hein, c'est le parti d'Arlette Laguillet, pour que tout le monde le situe bien. Nathalie Arthaud maintenant. Nathalie Arthaud maintenant, oui. Bon. Faire entendre le camp des travailleurs. Vous avez 57 ans, vous êtes employé dans la fonction publique, vous êtes aussi une militante syndicale. Quel syndicat ? La CGT. Et vous militez à Lutte ouvrière depuis très longtemps, depuis 1979. Vous êtes conseillère municipale sortante dans l'opposition puisque vous avez été tête de liste en 2008. Vous avez été la seule élue de votre liste, vous avez dépassé la barre des 5%, hein, vous avez fait 5,39%. L'objectif, cette fois-ci, c'est quoi ? C'est le plus possible. Oui. Parce que nous, dans ces élections, notre liste, c'est faire entendre le camp des travailleurs, ça veut tout dire. Et l'objectif, nous, dans ces élections, c'est de faire entendre le camp des travailleurs. Et c'est de montrer aujourd'hui l'écœurement, la révolte des classes populaires face à la politique de ce gouvernement. Ça sera les premières élections après l'élection de François Hollande, il y a moins de 2 ans, et on voit qu'aujourd'hui, il mène exactement la même politique que son prédécesseur Sarkozy, même en pire, on peut dire, parce que la situation, elle s'aggrave. Le licenciement, donc c'est... Les licenciements, bien sûr, le chômage grimpe. Vous avez vu encore dernièrement, ils ont beau faire de l'esbrouf, envoyer le ministre du redressement productif partout, chevalier blanc de l'emploi, mais on voit que la politique, elle est désastreuse. Et beaucoup autour de nous sont vraiment écœurés, révoltés. Alors nous, on s'adresse à tous ces gens qui ne sont pas résignés et on présentera nos candidats pour dire que il n'y a pas de fatalisme, hein, que tout ce que la classe ouvrière elle a obtenu, elle l'a toujours obtenu par les luttes. Il faudra qu'on redresse la tête, qu'on se batte, et puis il faudra, dans ces élections, en tout cas, on défendra un programme.
Alors oui, parce que si je vous entends bien, donc du coup vous faites de ce scrutin municipal un vote sanction contre le gouvernement Ayrault, contre la politique Hollande, mais localement, ça veut dire que vous allez proposer un programme alternatif à celui de Renzo. Oui, mais vous savez, localement, les Échirollois, comme le reste de la population laborieuse en France, ils sont confrontés tous les jours à la hausse du chômage, aux bas salaires, aux petites pensions, aux conditions de vie qui se dégradent partout, surtout dans les quartiers populaires d'Échirolles. Vous l'avez dit, Échirolles, c'est une ville populaire avec 20 000 euros de moyenne, donc c'est des petits salaires. Donc c'est là-dessus que nous, on veut discuter. C'est les problèmes essentiels. Hein. Et ça trouve des applications très concrètes dans la politique municipale du quotidien. Partout. De toute façon, nous, quand en tant que militants, on défend les conditions de vie de la classe ouvrière, on la défend à tous les niveaux. Bon, alors, le meilleur des gestionnaires, aujourd'hui, il ne pourra pas faire mieux que ce qu'il aura avec la dégradation de l'emploi, de plus en plus de chômeurs sur la ville, avec les services publics qui se dégradent, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les luttes à venir, parce qu'on est persuadé qu'un jour ça va arriver, hein, eh ben, nous on veut défendre un programme, des mesures radicales pour tout le pays et qui s'appliquent bien sûr à tout le pays. Mais c'est ça qu'on veut populariser à travers ces élections, à commencer par arrêter l'hémorragie du chômage en imposant l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, parce que du travail, il y en a partout, il y en a aussi dans les services publics qu'on pourrait embaucher. Il y a des gens qui se tuent au boulot, il y en a d'autres qui n'en ont pas, alors qu'on répartisse le travail. L'augmentation des salaires et des pensions, et puis indexer sur le coût de la vie, parce que aujourd'hui, vite, la moindre petite augmentation, sans compter que c'est le blocage des salaires, bien sûr, et des pensions aussi, mais il faut indexer sur le coût de la vie. Et puis surtout, ce qu'on va populariser, dont personne ne parle, c'est de mettre toutes ces grandes entreprises et ces multinationales, et sur Échirolles on en a, comme Caterpillar, comme pas loin Hewlett-Packard, Schneider pas loin aussi, tous ceux qui travaillent dans l'agglomération, qu'on mette ces grandes entreprises sous contrôle et qu'on contrôle leurs comptes et que les travailleurs et la population, ils aient accès aux comptes de ces grandes entreprises. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, même l'État ne regarde pas ces comptes. Ils nous disent ce qu'ils veulent, ils nous mentent tous les jours, hein, parce que derrière ces politiciens, tous ces partis politiques qui se sont succédés au gouvernement, derrière, c'est des marionnettes. Derrière, il y a des gens qui tirent les marionnettes et ce sont les grands patrons, les grands groupes, c'est eux qui aujourd'hui mènent la politique. J'entends bien les positions nationales de lutte ouvrière. Ce qui sera intéressant dans notre débat, c'est de voir comment elles trouvent des applications sur le plan local, sur le plan municipal. Pour que ce soit très clair, vous êtes aujourd'hui très farouchement dans l'opposition à Renzo Sully au sein de l'Assemblée municipale. Je suis dans l'opposition. Moi, je suis une militante. Je suis une militante communiste, je suis une militante syndicaliste, je suis sur le terrain tous les jours, j'aide les salariés en lutte, voilà. Non, mais donc, la politique de Renzo Sully, elle est bonne, elle est pas bonne. La politique de Renzo Sully, elle accompagne et c'est peut-être un bon gestionnaire au niveau de la commune, mais je veux dire, il peut pas plus. Que tous les hommes politiques aujourd'hui, voilà, il fait ce qu'il peut parce que la situation se dégrade, parce que il le fait bien. Je sais pas, je suis pas dans la majorité, donc je peux pas tout contrôler. Mais en tout cas, vous faites quoi quand aujourd'hui, depuis que ce gouvernement est au pouvoir, 500 000 chômeurs de plus? Alors tous les jours, dans les cités, il y a des jeunes qui sont au chômage, il y a des jeunes, c'est la désespérance des jeunes, on le voit. Quand les services publics se dégradent et que les communes, elles doivent venir et pallier tout ce que l'État, le désengagement de l'État, et là-dessus le gouvernement Hollande, il a sa part. Hein, puisqu'il supprime des postes dans la fonction publique et puis il mène la même politique que son prédécesseur. Renzo Sully, Chantal Gomes, elle est dans votre opposition? Elle n'est pas dans l'exécutif, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est dans l'opposition? Chantal Gomes n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. Ah. Voilà, c'est la réalité et elle a ses convictions. Sur ce qu'elle vient de dire, sur le constat qu'elle fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein, je le partage en totalité. La seule différence, sans doute, entre nous, c'est qu'à un moment donné, oui, il faut, je dirais, se confronter au quotidien, parce que, prenons le chômage des jeunes, si au niveau local, on n'arrive pas à accompagner ou mieux accompagner nos jeunes en formation à la recherche d'emploi dans des dispositifs ou même, je dirais, au-delà de l'innovation sociale en leur direction, ça veut dire qu'on les abandonne. Voilà, c'est sans doute là qu'il y a le clivage. Nous, on veut essayer de contribuer avec nos limites
au niveau local à ce que les gens vivent mieux dans cette commune que si on les abandonnait. Voilà. Chantal Gomez, vous avez fait en 2008 5,39%. Si vous n'atteignez pas les 10%, vous ne pourrez pas vous maintenir, comme en 2008. Est-ce que, s'il y a 2 tours, oui, évidemment, il peut y avoir qu'un seul tour? Peut-être, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas vous maintenir et qu'il y a 2 tours, vous appellerez au 2e tour à voter pour un je vais vous répondre un peu comme Berthet. Moi, je ne sais pas. Là, pour l'instant, ce qui est vraiment essentiel, c'est que les gens ils votent pour nos listes, bien sûr, parce que ce qu'on va dire au premier tour ne sera plus au 2e tour. C'est ça qui est essentiel. Donc après, on verra. Magali Vicente pour l'UMP, Chirol pour la vie. Vous avez 37 ans, vous êtes acheteuse publique dans un établissement de recherche, l'INRIA pour ne pas le nommer, installée à Échirol dans le quartier de la Commanderie depuis 17 ans. Vous avez été candidate aux législatives en 2012. Oui. Sur la ville d'Échirol, vous avez fait 32%. Oui. L'objectif, c'est quoi cette fois-ci pour les municipales? Vous n'étiez pas candidate en tête de liste en 2008. Non, je n'étais pas candidate en tête de liste, j'étais seconde. Et là, très clairement, l'objectif de la liste Échirol pour la vie, c'est de finir première dès le premier tour. La division de la gauche peut vous aider? Oui, après, moi, je me suis déjà exprimée par rapport à cette division. On est très clairement sur un projet pour les Échirolois. Et comme le disait Renzo Sully tout à l'heure, une alliance au 2e tour pour faire quoi, réellement? Si on est vraiment là devant une majorité qui aujourd'hui très clairement ne peut plus s'entendre, et c'est plus qu'une question de projet, c'est aussi une question de personnalité. Donc très clairement une alliance au 2e tour de ces individus et donc repartir sur une majorité quasi existante et identique à celle qui est là, ce n'est pas bon et ce n'est pas dans l'intérêt des Échirolois. Et cette division peut vous mettre en tête au premier tour, là, Renzo Sully a fait 57% il y a 6 ans. Ce ne sera pas, à mon sens, que la division. On a un vote contestataire, effectivement, par rapport à la politique nationale. Mais moi, ce que je mets avant tout, c'est le projet d'Échirol pour la vie que l'on a dans l'intérêt des habitants. Et tous les jours, on va le défendre auprès de ces habitants, à leur rencontre. Et très sincèrement, de plus en plus, nous avons de bons échos. Et donc, nous sommes persuadés de finir premier dès le premier tour. Parce que quand même, les législatives, c'est pas les municipales. Hein. Il y a 6 ans, Jacques Colliard... non, justement. Oui, Jacques Colliard, qui menait la liste UMP en 2008, avait fait 19%. Hein. Oui, mais on n'est plus du tout dans les mêmes configurations que 2008. Je pense que déjà, moi j'ai une autre façon aussi de mener la campagne. La liste, ça fait un moment qu'on l'a construit. Les colistiers, ça fait un moment qu'ils sont derrière nous. Cela fait plus d'1 an déjà qu'on la prépare, cette campagne sur le terrain, autour des habitants, à leur rencontre. Donc non, on n'est plus dans les mêmes configurations que 2008. Autour de moi, j'ai une équipe de gens qui sont très compétents, très dynamiques, très motivés et très implantés aussi sur le territoire d'Échirol. Alexis Joly pour le Front National, Échirol Bleu Marine. Vous avez 23 ans, vous êtes le benjamin des candidats. Vous êtes né à Besançon, vous êtes arrivé dans l'agglomération à l'âge de 5 ans. Vous avez suivi des études pour être paysagiste, c'est ça? Donc à Saint-Imier. Et vous avez été secrétaire départemental du Front National Jeune en Isère. C'est cela, depuis 1 an je crois. Depuis décembre 2013, je vous le confirme. C'est ça, voilà. Vous adhérez au Front National depuis longtemps. Comment vous y êtes venu? Racontez-nous. J'ai grandi avec les idées du Front National, d'un père militaire, donc évidemment on partage en tout cas les militaires toutes les valeurs du Front National. J'ai pu faire mon propre avis en grandissant, en étant adolescent, me faire ma propre opinion vis-à-vis également de la politique menée par l'UMP et par le PS. Et je me retrouve plus facilement dans les valeurs du front, que partage le Front National plutôt que celles de l'UMP et du PS, comme la majorité des jeunes aujourd'hui. Aux législatives, en 2012, le Front National a fait 16% au premier tour à Échirol. Pour vous, l'objectif, c'est quoi? Le plus gros score possible, oui. Peut-être même créer la surprise en arrivant au premier tour. Ce n'est pas... Ça serait une grosse surprise quand même. Ça peut arriver, il y a un vote contestataire effectivement, mais il y a aussi des propositions. Nos propositions dans notre programme. Et puis il y a un ras-le-bol général, voilà. Les gens réclament plus de clarté dans la vie municipale. Et je crois qu'on peut créer la surprise de cette façon-là, oui. Alors vous êtes tête de liste en Isère du Front National. Il y a un peu moins d'une dizaine de listes Front National en Isère. Est-ce que vous sentez sur vos épaules une responsabilité particulière? On sait que Mireille Dornano, qui vous accompagne ici, qui est la secrétaire départementale du Front National, a beaucoup d'ambition pour ces élections-là. Il y a un travail considérable qui est sur nos épaules. Maintenant, je crois que c'est
une volonté au niveau déjà du département, dans l'Isère, mais aussi au niveau national, dans toute la France. Il y a un désir de renouveau politique. C'est pour cela qu'on se présente dans le plus grand nombre de villes possible et qu'on fera probablement de très bons scores dans l'Isère et partout en France. Est-ce que vous avez la sensation d'être de cette génération de jeunes marinistes, j'ai envie de dire, de ces jeunes militants bleu marine qui participent à la dédiabolisation du Front National d'hier? Moi, j'ai rejoint le Front National lorsque j'avais 18 ans, donc c'était à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai que je partage aussi les tendances de Marine Le Pen. Et c'est vrai que grâce à Marine Le Pen, on a beaucoup plus de jeunes qui rejoignent le Front National, et même au-delà des jeunes, c'est vraiment toutes les catégories sociales, les ouvriers, puisque le Front National est le premier parti chez les ouvriers, chez les étudiants, enfin les jeunes en tout cas. Donc il y a un renouveau en tout cas de l'électorat Front National. Et vous symbolisez ce renouveau, j'entends bien. Probablement. Si vous dépassez les 10%, vous maintiendrez au second tour? Bien évidemment, c'est une certitude. C'est une certitude que vous dépasserez les 10%? Qu'on se maintiendra si on dépasse les 10%. Voilà. Donc, il y aura sans doute une triangulaire, peut-être une quadrangulaire. Peut-être une quadrangulaire, je ne sais pas. Encore une fois, il faut laisser les électeurs décider à... Aucune possibilité de fusion avec l'UMP, d'entente? Non, de ma part, non. Maintenant, je pense que peut-être que Mme Vicente s'alliera peut-être avec le Front de Gauche, comme elle l'a déjà fait en 2011 au cantonal. Ah non, donc ça, il faut que les électeurs qui sont prêts à voter pour vous le sachent. Vous avez appelé à voter communiste aux élections cantonales en 2011, lorsque vous avez été sorti au premier tour face au Front National. Allez, Magali Vicente vous répond et on enchaîne. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça, et c'est Mme Dornano qui l'a sorti la première. C'est ridicule au possible. Moi, c'était ma première élection, les cantonales. Je n'ai appelé à voter au deuxième tour pour personne. Je n'ai fait aucun communiqué. D'ailleurs, à cette époque-là, j'avais même aucun rapport avec la presse. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est que M. Joly, aujourd'hui, eh bien, il est sur la ville d'Échirolles parce que c'est une volonté politique nationale de Mme Le Pen de mettre effectivement des candidats Front National, notamment dans les ceintures rouges. Ceci dit, vu le nombre de mois le nombre de mois qu'il est installé sur la ville et vu les rapports qu'il a avec les Échirollois, je ne pense pas qu'ils soient en mesure de proposer un réel projet dans leur intérêt. Quels sont-ils mes rapports avec les Échirollois? Vous n'en avez pas? Bien sûr que si, j'en ai. Bah non. Et puis vous verrez que si. Allez, on va enchaîner. Voilà, vous connaissez les forces en présence. On va évidemment s'intéresser maintenant très concrètement au fond des programmes. 5e débat sur Télé Grenoble consacré au municipal. Scrutin les 23 et 30 mars, je vous le rappelle. Cette semaine donc à Échirolles. On va entendre les candidats sur leur programme dans quelques instants. On fait une courte pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Télé Grenoble pour le 5e débat que nous vous proposons consacré au municipal. Le premier tour est prévu le 23 mars prochain, dans 3 semaines. Donc il est grand temps de s'intéresser aux candidats et à leurs idées. Cette semaine, escale à Échirolles avec Renzo Sully, Laurent Berthet, Chantal Gomez, Magali Vicente et Alexis Joly. D'autres listes peuvent encore apparaître. Date limite des dépôts, le 6 mars. C'est jeudi, il faut faire vite. On va aborder quelques gros sujets qui font débat, notamment à Échirolles. On va commencer par l'urbanisme, le logement. Beaucoup de projets ces dernières années sur Échirolles, notamment des opérations de rénovation urbaine. Le village 2, la Viscose, la Luire, la Villeneuve. La zone urbaine s'agrandit. Renzo Sully, l'objectif c'est quoi? C'est d'atteindre les 40 000 habitants? Ah, pas du tout. Je ne sais pas d'où est née cette légende urbaine. Je veux rappeler simplement une chose pour que tout le monde ait à l'esprit qu'en 1982, c'est-à-dire il y a 40 ans, un peu plus de 30, la ville d'Échirolles avait 37 200 habitants. Aujourd'hui, elle en a 36 200. C'est-à-dire que malgré les logements qui sont construits, elle a 1000 habitants de plus. Nous n'avons aucune ambition de ce point de vue-là. Non, le développement et l'aménagement de la ville se fait de raisons majeures. D'abord, les besoins des habitants en matière de logement, offrir en particulier aux jeunes de notre ville la possibilité d'y rester. Deuxièmement, c'est rénover les quartiers. C'est ce qu'on est en train de faire sur Village 2, ce qu'on a fait sur le quartier Ouest, et c'est le grand projet qu'on mène avec la ville de Grenoble de rénovation du quartier Essart-Gâtinais.
et de finir, pour ce qui reste à finir, sur le quartier du centre-ville. Mais je veux dire, nous n'avons pas, je dirais, d'ambition d'aller à 40 000 habitants. Il faut savoir que des villes de notre taille, compte tenu de l'allongement de la durée de vie, en particulier, si elles ne construisent pas de logement, elles en perdent régulièrement, elles en perdent. Le parc de logement social à Échirolles, c'est un peu plus de 40%, c'est ça? Non, c'est un peu moins, ça a baissé, on doit être autour de 38-39%, voilà, de logements locatifs publics sur Échirolles. Magali Lissande, vous dites, c'est trop, la mixité sociale n'est plus assurée. Oui, enfin, après, ça n'a aucun rapport, je dirais, entre le chiffre et purement la mixité sociale. Moi, ce que je mets en avant dans le cadre de la mixité sociale, c'est qu'en fait, il n'y a pas de politique de mixité sociale avec vraiment un investissement et une volonté de suivi derrière. Par contre, en termes de logement, oui, je dis stop, ça suffit. Nous, on est tous les jours à la rencontre des habitants et c'est une des premières problématiques qui font ressortir, c'est stop à l'urbanisation. Et dernièrement, je dirais qu'un des plus gros scandales qui a été mis en avant par la population, c'est au niveau des Sargatiné. Et là, tous les habitants qui habitent les quartiers environnants sont en train de se manifester. Pourquoi? Parce que M. Renzo Sui, la semaine dernière, lors d'une réunion de quartier, a déclaré que le Ciergue, en fait, construisait sur ses terrains. des eaux de la région de Grenoble. Oui, construisait sur son terrain, et donc Monsieur le maire a indiqué que c'était la volonté du Ciergue. Des habitants se sont manifestés, et sur le site du Ciergue, il est clairement indiqué que c'est suite à la volonté de la commune. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous mentir. Très sincèrement, c'est la volonté de la majorité actuelle d'urbaniser la ville d'Échirolles. Nous sommes contre, parce qu'il y a des quartiers où il faut progresser sur la rénovation, plutôt que de continuer à densifier encore plus. En plus, quelle qualité de vie réellement on apporte à nos habitants? On a des immeubles qui vont se construire en bordure de voies ferrées. On a des immeubles qui vont se construire en bordure de l'avenue des États généraux. À un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Faire la course comme ça au nombre d'habitants, ça va à 5 minutes. Mais ce qu'on veut avant tout à Échirolles, c'est donner une vraie qualité de vie aux habitants que l'on reçoit. Et pour ça, il faut plus travailler en matière de rénovation d'une part, et dans les programmes de construction, les réfléchir, les mûrir en partenariat avec les habitants. Alexis Joly, sur les logements sociaux, urbanisation. Alors évidemment, c'est vrai que je crois que la ville d'Échirolles a atteint la saturation en termes de logements sociaux. Je crois qu'on a dépassé, on est presque au double de la moyenne nationale. Je pense qu'on a vraiment assez, les Échirolles l'ont soupé. Donc nous proposons déjà la fin de construction des logements sociaux et effectivement également la fin des nouvelles constructions, mais plutôt de nous concentrer sur la rénovation urbaine, mais aussi sur le développement des espaces verts, l'embellissement de la ville qui passe par le fleurissement, de planter des nouveaux arbres par exemple sur les grands axes, sur les grandes places aussi, telles que la place des 5 Fontaines. Donc une ville trop minérale, si je vous absolument, bien, trop absolument. Oui. Il faudra qu'il m'explique où il va le planter sur la place des 5 Fontaines, parce qu'elle est déjà plantée. Elle aurait dû être construite différemment, monsieur. Ah, mais voilà. c'est un autre débat. Vous parlez de planter des arbres sur la place des 5 Fontaines. Fallait pas valider une place avec des dalles en béton. Si monsieur Raville me permet, j'espère que je pourrai répondre, y compris à Magali Lissande. On précise que la place des 5 Fontaines, c'est celle qui est devant le multiplex de cinéma. Voilà. Et s'il manque un arbre... C'est pas des arbres, c'est plutôt des espaces verts concernant la place des 5 Fontaines, mais après ce sont des arbres sur les grands axes de la commune, oui. Laurent Berthet, pour vous, il y a urgence à revoir le plan local d'urbanisme? Oui, en tout cas, il y a urgence à reposer les questions de l'urbanisme et de l'urbanisation de la ville au sens large. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des réalités qu'on ne peut pas contourner. Les premiers qui nous disent qu'il faut arrêter d'ajouter du logement social là où il y en a déjà, c'est ceux qui vivent dedans. Et qui disent aujourd'hui, nous, on a besoin que nos quartiers soient rééquilibrés et qu'on n'ait pas ces logiques-là. Ce n'est pas une volonté d'exclure, ce n'est pas une volonté de stigmatiser, c'est simplement une volonté de dire le modèle de mixité auquel on aspire, aujourd'hui, il est en train de se dégrader. Et si on n'a pas le respect de ce principe-là, comme quelques autres que je vais vous donner, effectivement, les choses vont continuer de se dégrader. Alors je disais ne pas rajouter du logement social là où il y en a déjà, mais c'est également ne pas construire au détriment des espaces verts qui existent dans la ville aujourd'hui. C'est également imaginer de nouvelles formes de logement. On sait qu'il y a une problématique de vieillissement de la population. Est-ce qu'on est capable demain d'imaginer des résidences pour personnes âgées où on remettrait un concierge en pied d'immeuble qui pourrait rendre des services? Alors, pas dans le cadre de la prise en charge de la dépendance, mais dans le cadre d'un état intermédiaire. Voilà, il y a des questions à se poser. C'est
comme ça qu'il faut le faire. Et en tout cas, ne pas rajouter de la densité là où il y en a déjà beaucoup et défendre un modèle de mixité qui passe y compris par du parcours résidentiel, permettre à des gens qui aujourd'hui sont locataires de devenir propriétaires ou permettre à des gens qui ont été locataires de leur logement pendant 20 ans, 30 ans, comme on en a sur la Villeneuve, et de pouvoir en devenir le propriétaire. Allez-y. Une question du coup parce que je vais poser une question à Laurent Berthet concernant justement ce qu'il vient de dire. Du coup, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'a pas voté contre les dernières délibérations qui sont passées au Conseil donc, du 28 janvier concernant toutes les constructions qui allaient être faites dans le quartier des Essarts-Gâtinais. Je crois que sur cette question-là, il y a deux éléments. Les projets qui sont aujourd'hui en train d'être réalisés sont des projets anciens qui étaient déjà dans les tuyaux, qui étaient déjà validés, qui ont fait l'objet de revalidation. Je crois que l'enjeu, il est de regarder sur ce que deviendra la ville à moyen terme et à long terme, et notamment sur la question de la rénovation de la Villeneuve, où je crois que de limiter la question de la rénovation aux Essarts-Gâtinais, c'est là qu'est une vraie question, un vrai désaccord de fond, et c'est là-dessus, à mon sens, qu'il faut faire porter la discussion. Chantal Gomez, sur le logement social et l'urbanisme. Je voudrais répondre à Magali Vicente. Il faut qu'elle en parle aux maires de droite sur l'agglomération. Il faut qu'elle demande à Coran, à Saint-Imier, toutes ces villes riches, de prendre des logements sociaux. Parce qu'on reproche aux communes populaires d'avoir des logements sociaux, mais qu'elles le fassent là où, bien sûr, la droite est majoritaire, parce qu'ils se gardent bien d'en faire. Ensuite, laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Ensuite, quand M. Joly dit aussi qu'il est le premier parti ouvrier, mais les logements sociaux, il n'en veut pas. Dans les communes, je me demande où il va héberger les ouvriers. Moi, je suis pour la construction de logements construits par l'État. Il faut un grand service public, parce qu'aujourd'hui, les communes, elles ont aussi à supporter la construction des logements. Il faut un grand service public avec des logements de qualité, pas chers, et des loyers pas chers. Parce que le problème aujourd'hui aussi, c'est le problème des loyers. Alors, ce n'est pas une question non plus de densification, c'est une question de moyens des habitants pour y vivre, que la vie soit agréable, de qualité. Vous savez, quand vous regardez le centre-ville et même les quartiers bourgeois de Grenoble, c'est très dense. Quand vous regardez le boulevard Haussmann ou les quartiers du 16e, c'est très dense aussi, mais les gens y vivent très bien. Bon, alors le problème aujourd'hui des parcs, bon, il y en a, la montagne, elle n'est pas loin, la campagne n'est pas loin ici. Le problème aujourd'hui, c'est les conditions d'existence des gens dans les cités populaires. Mais il faut créer du logement social, 40%. Il faut l'améliorer, pas simplement comme, bon, bien sûr, j'habite au quartier des Essarts, donc bientôt il y aura peut-être une opération urbaine avec l'ANRU si l'État l'accepte, mais je veux dire, c'est quand même des rénovations de façade, tout ça. Et le problème, il est des conditions de vie aujourd'hui des salariés. Je voudrais dire quand même un mot sur quelque chose qui est révoltant, parce qu'on parle du logement, mais ce gouvernement qui distribue des milliards à fonds perdus là, aux grands actionnaires, aux entreprises, il n'est pas fichu de mettre les moyens pour l'accessibilité du logement public et des bâtiments publics en général. Et il vient de reporter une loi qui date de 1975, il vient de reporter encore de plusieurs années l'accès aux handicapés dans les bâtiments publics. Renzo Sully. Oui, j'entends, je dirais, tout son contraire, et puis je dirais tout ce qui est colporté, pas vérifié, y compris inventé. Lorsque Magali Vicente parle de réunion publique, Magali Vicente, c'est une personne qui a posé cette question. Cette personne, elle n'habite même pas le quartier du Gâtinais. Vous le savez. Attendez, je ne vous ai pas interrompu, je souhaite aller au bout de mon explication. Elle n'est absolument pas impactée par le projet du CIER qui se fera ou ne se fera pas, et qui est porté essentiellement sur les terrains du CIER, puisque la ville n'a que des bordures, et qui est essentiellement tourné vers la ville de Grenoble, et qui, s'il se réalise, sera une bonne chose pour la mixité du quartier. Deuxièmement, lorsque vous faites référence au Gâtinais, mais j'y étais en même temps que vous, sauf que vous étiez en train de prendre le café dans les locaux du Secours Populaire, moi j'ai fait le porte-à-porte dans tout le Gâtinais le même jour. J'ai pas entendu un habitant qui m'a posé cette question-là, ou qui était, je dirais, inquiet par rapport à ce qui allait venir sur les locaux du CIER. Donc, je veux dire, gardons mesure. Ensuite, ce que je trouve étonnant, c'est comment on peut prendre des choses qui existent déjà ou qui sont prévues pour essayer de leur donner, de les ripolliner comme si c'était des propositions nouvelles.
Et je regrette, le parcours résidentiel chez nous, nous l'avons rétabli. Je vais prendre 2 exemples. À Village 2, on a démoli 210 logements. On en a reconstruit 160. La moitié en accession à la propriété. Et elle trouve preneur parce qu'ils sont abordables et que c'est une vraie question, le prix de l'achat abordable. La deuxième question, le logement diversifié pour les personnes âgées, 5 bâtiments intergénérationnels. Ce qui est prévu sur Navis, je regrette de le dire à Laurent Berthet, il ne connaît peut-être pas assez le dossier, mais la résidence personnes âgées avec concierge, elle est déjà prévue dans l'aménagement des terrains Navis. Je ne veux pas parler des logements jeunes que nous avons construits, expérience unique. Pas simplement dans l'agglomération, mais dans le département, de logements spécifiquement attribués pour les jeunes, 78 logements de ce type. Donc voilà, je veux dire, soyons sérieux, évitons les mensonges, évitons de stigmatiser, évitons de raconter des histoires. Et on enchaîne. On parle de mensonges, je suis désolée, je vous invite à aller sur le site du CIRG, très clairement c'est indiqué, ça a été relaté. Il ne faut pas dire à la population que les constructions sont la volonté du CIRG, alors même que c'est la volonté de la commune. Personne n'a dit que c'est la volonté du CIRG. Je dis que l'essentiel du terrain est sur le CIRG. Et donc forcément, c'est un projet du CIRG, Magali Vicente. Même si la ville, elle l'a porté. On enchaîne avec l'économie et l'emploi. Échirolles compte un peu plus de 2000 personnes au chômage. C'est 8% de la population active. On rappelle que le chiffre national, c'est 10%. Comment est-ce qu'on développe l'emploi quand on est maire d'Échirolles? Laurent Berthet. Je crois que quand on est maire d'Échirolles, la première question qu'on a à se poser sur l'ensemble des sujets qu'on peut aborder, c'est comment les quelques 55 millions d'euros, j'arrondis, qu'on dépense tous les ans en fonctionnement, ils peuvent contribuer effectivement à traiter les problèmes qu'on rencontre au niveau local. La question de l'emploi, la ville n'a pas de baguette magique pour agir dessus. Par contre, elle peut imaginer tout un tas de solutions qui peuvent être mises en œuvre au niveau local. Je crois qu'il y a quelque chose qui est étonnant dans notre société, c'est qu'en France, on a souvent des leçons d'économie à donner à tout le monde sur ce qu'il faudrait faire. Et quand on regarde ce que font les autres au niveau local, il y a des solutions auxquelles nous, on ne pense pas et qui fonctionnent ailleurs. Je vais en développer deux. Vous avez été adjoint à la formation professionnelle. Je vais en développer deux, si vous le permettez. Elles seront très concrètes. Le microcrédit, ça fait des années que ça existe. Il y a même des traditions ancestrales aux Antilles autour des tontines. C'était l'esprit des premières caisses mutualistes. Sur ce microcrédit, aujourd'hui, il y a des choses à faire en matière notamment d'accompagnement pour la reprise des entreprises, pour la transmission des entreprises artisanales. Il y a énormément de sujets sur lesquels on pourrait solliciter cette mesure pour traiter la question de l'emploi. Et donc vous me posez la question, effectivement, si je suis maire d'Échirolles, ça fait partie des nouvelles pistes que je souhaiterais pouvoir creuser, et notamment d'avoir un espèce de groupement avec à la fois des entreprises, à la fois les pouvoirs publics, qui puissent financer, sur le principe du microcrédit, des interventions et des transmissions de ce type-là. Je prends un deuxième exemple parce qu'il me paraît important. Au niveau local, on a des exemples aux États-Unis aujourd'hui, donc c'est parfois drôle d'aller chercher en Californie des innovations sociales. Mais en Californie, il y a une mairesse en l'occurrence, de Richmond, qui lorsque les familles sont en difficulté, se substitue, rachète les logements, paye les crédits et les revend aux personnes qui les occupaient. Je pense que quand on a des dispositifs de ce type-là qui sont expérimentés ailleurs, il y a effectivement des choses qu'on peut faire nous pour contribuer à la question de l'emploi, de la sécurisation de l'existence individuelle et de pouvoir agir. Magali Vicente et Alexis Joly sur l'emploi et l'économie. Alors, déjà, pour arriver à lutter contre le chômage sur Échirolles, on a énormément de leviers, mais le premier, c'est réussir à redonner de l'attractivité à la ville d'Échirolles. Et forcément, l'attractivité, elle va être là si on utilise énormément de leviers, parce qu'on a les leviers des transports et de l'accès à la ville, qui malheureusement ne dépendent pas que de la ville d'Échirolles. Ensuite, on a les leviers de la fiscalité. Faut savoir que M. Sully a voté quand même la hausse de la CFE, qui aujourd'hui handicape très largement l'artisanat et les entreprises locales. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout redonner de l'emploi, et notamment de l'emploi aux jeunes, sur la ville d'Échirolles. Et ce qu'on souhaite faire, c'est développer les pépinières d'entreprise, c'est développer les
les espaces de coworking, parce que je dirais que le coworking et l'innovation ne doivent pas appartenir qu'à InnoValley et à Montbonneau. À Échirolles aussi, on peut les accueillir et on peut le développer. Et surtout développer les partenariats avec les entreprises qui s'installent sur Échirolles pour faire en sorte que ça puisse bénéficier à la fois aux jeunes qui sont dans nos quartiers en situation difficile, mais aussi aux personnes qui sont en RSA et aux personnes qui sont un peu plus âgées et qui sont à la recherche de travail. Parce que moi, j'ai rencontré les personnes du RSA cette semaine et effectivement, actuellement, aujourd'hui, à la ville d'Échirolles, pour ça, ils ne sont pas du tout aidés. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir mettre des dispositifs, et notamment au travers des marchés publics, puisque vous savez qu'on peut le faire. Je sais que la ville d'Échirolles le fait déjà, mais c'est un dispositif que l'on peut largement augmenter et déployer à l'attention de tous les publics qui pourront en bénéficier. Alexis Joly. Alors effectivement, la commune, elle a des leviers pour pouvoir créer de l'emploi sur la ville. Maintenant, c'est vrai que c'est au niveau national qu'il faudrait agir vers un État protectionniste, un protectionnisme intelligent et un patriotisme économique. Maintenant, la ville, elle dispose de leviers. Et je crois qu'il faut notamment se concentrer sur l'aide des PME et des petits commerces. Alors pour ça, nous, on a plusieurs propositions. Donc on pourrait déjà commencer par simplifier les démarches administratives des entrepreneurs, baisser la taxe CFE, effectivement. Alors sur les 6 ans durant le mandat, évidemment, pas tout de suite pour les premières années. Elle est votée par la métro, celle-ci. Bien sûr. Mais on espère rentrer à la communauté de communes, évidemment. Il faut aussi favoriser la diversité commerciale et pour éviter justement la multiplication des commerces communautaires, le trop grand nombre de banques, par exemple, ou d'agences immobilières. Il faut promouvoir l'artisanat. Nous sommes pour privilégier davantage les entreprises locales lorsque la ville elle fait des investissements, donc privilégier les PME lors des appels d'offres. Et puis aussi, nous nous engageons, nous, à créer une pépinière d'entreprises pour permettre à plusieurs petites entreprises de pouvoir émerger pendant 3 ans pour créer de l'emploi et une attractivité autour de l'économie d'Échirolles. Chantal Gomez, sur l'économie locale. Local, écoutez, tous ceux qui nous disent qu'ils vont créer des emplois, c'est des bonimenteurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette hécatombe qu'il y a aujourd'hui, avec les entreprises qui licencient? On n'est pas fichu d'arrêter l'hémorragie et on va créer des emplois. C'est exactement le même discours que nous tient le gouvernement. Je voudrais dire au passage que les petits commerçants et les petits artisans, aujourd'hui, ils ferment leurs portes, les banques prêtent pas d'argent, ils sont en difficulté. Ils ont leur vie qui est intimement liée à celle de la classe ouvrière. Ils ont tout intérêt à avoir les mêmes combats, justement, et pas se tromper d'ennemis. Donc moi je crois qu'il faut d'abord arrêter et stopper l'hémorragie avec l'interdiction des licenciements. Il faut bien sûr il faudra se battre, il faudra imposer tout ça, mais il faut embaucher partout où c'est utile, dans les services publics, dans les crèches, dans les écoles, dans les hôpitaux, il manque du monde partout, du travail il y en a, et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et tous ceux qui prétendent qu'à l'échelle locale ils peuvent faire quelque chose, c'est pas vrai. Le chômage, vous savez, 500 000 chômeurs, je vous ai dit, et ça continue, et ça c'est une catastrophe, surtout pour une ville populaire comme la nôtre. Renzo Sully, on peut rien faire sur le plan local pour créer de l'emploi? Si, on peut faire des choses, mais je crois que c'est pas inutile de rappeler ce qui vient d'être rappelé. C'est que si on ne parle que de l'emploi local, en dédouanant les politiques nationales en matière d'emploi, que ce soit les précédentes ou que celles que nous avons aujourd'hui, c'est aussi, je dirais, ne pas assumer sa responsabilité d'élu. Nationalement, il y a... Donc les choses sont répétées. Pas inversion de la courbe du chômage, ça veut bien dire que ça pèse chez nous. Et que ça pèse encore plus quand on baisse les dotations des communes, qui font que les programmes d'investissement des communes on va parler diminuent. Dans un instant, si on voilà. Après, au niveau local, oui, il faut se battre là-dessus. Je veux rappeler quand même, parce que là aussi, c'est bien aussi de regarder la ville telle qu'elle est, telle qu'elle existe, telle qu'elle est vraie. Voilà, pas telle qu'on voudrait la faire percevoir et parfois de la dégrader ou parfois de la salir ou parfois de la dévaloriser. Échirolles, c'est 17 000 emplois. C'est le 2e bassin d'emploi de l'Isère, après Grenoble. Voilà. Pour une ville qui n'a rien fait et pour une ville qui est qualifiée par vous deux, que ce soit le FN ou l'UMP, de ville dortoir, une ville qui a 1200 entités économiques, c'est pas une ville dortoir. C'est une ville dynamique. Comme M. Berthet dit, il faut innover. Je finis. C'est une ville dynamique. Et ce dynamisme, c'est notre action, en même temps que c'est l'action des Échirollois qui ont créé l'attractivité de cette ville.
Pour autant, il faut aller plus loin. Et dans la situation d'aujourd'hui, il y a plein d'innovations. Je veux rappeler que nous avons délibéré que la métro le soutient, le projet de développement du site Bulle autour du logiciel biomédical. Je veux rappeler que nous avons délibéré et que va s'implanter sur Village 2 le centre de formation IFRA et les locaux artisanaux. Je veux rappeler que, y compris pour l'avenir, nous proposons pas simplement d'utiliser tous les dispositifs que nous utilisons pour faire travailler nos jeunes, mais de pouvoir, avec y compris des caisses mutuelles, avec d'autres partenaires et des entreprises, mettre sur pied un fonds qui permettrait d'abonder, alors on peut l'appeler comme on veut, qui permettra à des jeunes de pouvoir développer une activité, y compris avec une participation de la ville. Un fonds d'amorçage, je comprends bien. Un fonds de développement économique. Tout ce qui, je dirais, peut être développé au niveau local, il nous faut. Après, il nous faut le faire. Conclure. Juste une dernière chose. Une seconde. L'enjeu sur la polarité sud dans les années à venir, sur laquelle sans doute on pourra revenir tout à l'heure, c'est de se battre aujourd'hui pour qu'il y ait des milliers d'emplois qui viennent s'y développer. Alexis Joly. Vous avez raison, Échirolles, c'est le deuxième bassin d'emploi de la région grenobloise. Maintenant, moi je constate que les entreprises elles sont de plus en plus réticentes à s'implanter. Depuis quand? Et pour cause. Depuis quand? Ils s'en implantent tous les jours. Ils s'en ont implanté plus en 2013 qu'en 2012. Alexis Joly a la parole. Les entreprises sont de plus en plus réticentes à s'implanter sur Échirolles et pour cause, vous avez augmenté leurs impôts. Vous avez augmenté la CFE. Je rappelle, monsieur voulons Joly, nous voulons la souhaiter. Que Magali Vicente se dédouane facilement du fait que la CFE elle a été mise en place par le gouvernement Sarkozy. Ah mais d'accord, mais moi elle a été mise en place par le gouvernement Sarkozy. Renzo Sully, je n'ai rien augmenté Alexis du tout. Joly conclut rapidement. C'est ce qui a remplacé la taxe Monsieur professionnelle. Sully, s'il vous plaît. Donc les habitants. Monsieur Joly a la parole et lui Monsieur seul. Sully a augmenté Vous la concluez. CFE, c'est très bien. Donc les entrepreneurs le savent de toute façon. Et puis aussi la ville, elle bénéficie pas d'une image, disons qu'elle souffre de l'insécurité. Et l'insécurité, elle n'incite pas les entreprises à s'implanter sur la commune. Monsieur Joly, on va parler de sécurité dans un instant. C'est Madame pour ça que je Gomez, fais la en deux mots. Je voulais juste dire que on voit là aussi que le Front National défend les entrepreneurs, mais enfin, les PME, madame. Là aujourd'hui, c'est quand même les grandes entreprises qui mènent la danse. C'est elles qui font vivre aussi les petites entreprises. Quand Caterpillar a licencié, il y a des tas de petites entreprises qui ont fermé. Bon, alors tant qu'on s'attaquera pas aux problèmes du capital, des profits des grandes entreprises, on n'y arrivera pas. Allez, on va évoquer la sécurité dans un instant, on va évoquer la fiscalité, on va essayer d'évoquer tout ça avec des tours de table assez rapides. On fait une deuxième courte pause et on se retrouve. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Télé Grenoble pour ce 5e débat que nous consacrons au municipal. Le premier tour est prévu le 23 mars. Cette semaine, escale à Échirolles avec 5 candidats. Renzo Sully, Laurent Berthet, Chantal Gomez, Magali Vicente et Alexis Joly. On va évoquer la sécurité. C'est ce qu'on commençait à évoquer il y a quelques secondes. La police municipale, c'est 13 agents à Échirolles, 6 agents de surveillance, une brigade de nuit. La police municipale est armée à Échirolles et il y a également de la vidéoprotection. Alexis Joly, vous le disiez il y a quelques instants, ça doit être la préoccupation numéro 1 selon vous. En tout cas, des retours que j'ai eus, c'est la préoccupation, l'une des préoccupations principales des Échirollois et pour cause. Alors vous aviez, il y a quelques années, nous avions 6 policiers municipaux, nous sommes passés à 13, donc nous sommes passés de très peu à un petit peu. Nous nous proposons de doubler, même plus que doubler, ce chiffre d'ici 6 ans. Il faut également renforcer l'armement, leur protection et leurs véhicules. Voilà. La mairie, elle a des leviers pour rétablir la sécurité. Simplement, il faut choisir le bon maire. Il ne faut pas choisir une équipe qui va acheter de la paix sociale, mais il faut l'imposer.
Vous iriez jusqu'à dire que Renzo Sully a fait preuve d'angélisme en matière de sécurité. Les polices municipales armées, c'est relativement rare. Non mais d'accord, mais si on leur donne pas d'ordre concret, si on les laisse mettre des topics aux personnes, les taxer via des PV, ça sert à rien. La police municipale, elle doit être là pour défendre le citoyen. Et pas simplement le taxer par des PV de stationnement, etc. etc. Alors donc nous, ce que nous voulons, c'est augmenter les patrouilles dans toute la ville, y compris dans les quartiers sensibles. Et les personnes se sentiront en sécurité si justement elles ressentent une présence policière autour d'eux. Magali Vicente, politique de sécurité trop timide selon vous? Nous, on a toujours défendu l'augmentation du nombre de policiers municipaux et donc nous avons constaté avec joie qu'ils ont pu augmenter durant le précédent mandat. Suffisamment? Pas suffisamment à notre sens, c'est pour ça que nous prévoyons de doubler les effectifs. Par contre, je dirais qu'au-delà de ça, la sécurité, c'est avant tout un choix politique. Et on peut constater à la ville d'Échirolles que depuis le départ de M. Rouvert, nous n'avons plus d'adjoint à la sécurité ni à la tranquillité publique. Et donc, c'est très important quand même l'adjoint délégué. Parce que derrière, il y a il y a toute la mise en place de la politique de sécurité. Et nous n'avons aussi qu'un seul conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors cette année, on a eu la chance d'en avoir un peu plus parce qu'il y a eu la mise en place de la ZSP, mais ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance doit prendre tout son sens, il doit être cohérent parce que c'est là où on a tous les acteurs qui sont regroupés, que l'on peut prendre les bonnes décisions et que se font les choix politiques. Après, derrière, il faut développer la vidéoprotection parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire à nos commerces de proximité qui l'ont demandé et qui ne l'ont pas eu. Et puis nous souhaitons innover parce que les rôles entre police nationale et police municipale ont évolué ces dernières années. La police municipale aujourd'hui, elle a un vrai rôle de proximité. Elle est là aussi pour établir le dialogue avec la population et surtout elle joue son rôle de prévention. Et ça, c'est vraiment très important. Et moi, il y a un sujet particulier qui me... Donc l'innovation, excusez-moi, j'ai pas vu l'innovation, du coup c'est l'innovation, c'est par la mise en place de vidéos, de caméras intelligentes, un peu plus développées sur le secteur des Échirolles, puisqu'on n'en a pas suffisamment, et notamment à la sortie des établissements scolaires. D'ailleurs, je note que c'est une proposition qui a été reprise par le programme de M. Renzo Sully, pas la celle d'ailleurs. Ce que je souhaitais dire, c'est que on a une idée qui me tient personnellement à cœur, c'est qu'aujourd'hui on peut constater que de plus en plus d'enfants souffrent dans les établissements scolaires et notamment dans les collèges, parce qu'on sait que le collège c'est le lieu, ce sont les années qui sont les plus difficiles. Et on sait tous que de nombreux enfants peuvent aller jusqu'à commettre en fait des actes dramatiques parce qu'ils souffrent de moqueries, de raquettes. Et puis il y a aussi les addictions au collège. Et ce que nous souhaitons proposer, c'est de pouvoir développer les missions des agents de surveillance de voie publique sur cette prévention-là pour aller dans ces établissements scolaires et faire de la prévention à ce niveau, parce que ça peut être vraiment dramatique. Il y a des familles qui vivent des situations terribles et nos enfants ont le droit de pouvoir être informés sur les dangers des réseaux sociaux, sur les dangers des addictions, et c'est au collège qu'il faut les mener en priorité. Dans vos propositions, et ça rejoint d'ailleurs je crois aussi une proposition d'Alexis Joly, la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, à minima la permanence des policiers municipaux, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le rapport de proximité. La municipale peut intervenir aujourd'hui sur un bien nombre d'appels de la population la nuit. Et elle a les compétences pour le faire. J'ai lu également une police municipale équestre. Oui. Toujours dans ce rapport de proximité, parce qu'on a de plus en plus de problèmes dans les parcs publics, et puis les gens sont demandeurs dans les parcs, parce qu'on a les scooters qui passent, et puis parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de poursuivre les scooters pour X et X raisons. Donc la police de proximité au sein des parcs et de manière, et en plus équestre, peut établir ce rapport de proximité sans avoir cette stigmatisation du policier et de cet aspect purement sécuritaire. Laurent Berthet. Je serai rapide sur la question, mais je crois qu'effectivement, ce qui est posé aujourd'hui, c'est de réarticuler notre police municipale avec les nouvelles réalités dans la ville et lui conférer les nouvelles missions qui vont avec. On a besoin d'une police de proximité, d'une police qui se fasse de la prévention, qui soit l'interface entre le travailleur social et l'institution, on va dire, policière, judiciaire nationale, et qui permettent de faire du rappel à la règle, du rappel à la loi, et qui soit le dernier maillon de la chaîne de prévention dont nous avons besoin. Une police qui soit présente physiquement, et je crois que c'est toute la différence avec la question des moyens vidéo, une police qui soit présente physiquement, sur le terrain, sur les cheminements piétons, là où sont les questions de tranquillité publique ou d'insécurité. C'était pas ce qui était fait jusqu'à maintenant, pardon, mais est-ce que ce qui était fait jusqu'à maintenant, dans ce domaine-là, était suffisant, aller dans le bon sens? Mais aujourd'hui, les effectifs que nous allouons à ces tâches-là ne sont pas assez importants pour pouvoir le faire de manière correcte. Oui, il faut augmenter les effectifs,
Et oui, il faut assigner ces missions-là. C'est des missions de police de proximité qui fonctionnent et qui apportent des résultats. Chantal Gomez. Oui, je constate que là aussi, tout le monde est pour faire du sécuritaire. Bientôt, il va y avoir une caméra derrière chacun, un policier derrière chacun. Mais personne vraiment essaie de traiter le problème sur le fond, qui est d'abord l'insécurité sociale. C'est ça le problème. Et moi, j'ai voté contre les caméras parce que c'est un dispositif qui coûte très cher. Je préférais qu'il y ait des gens sur le terrain, qu'il y ait des éducateurs, qu'il y ait de la prévention, y compris de la police des îlotiers, de la police de proximité, Donc on proche augmente des habitants. les effectifs de police municipale. Non, je ne suis pas pour les augmenter. Je suis pour traiter le problème de fond, le chômage, la misère qui s'accroît dans les cités, etc. Puis, Et qui sont cause d'insécurité, de délinquance. Bien sûr, en partie. Mais vous savez, c'est les gens qui habitent dans les cités, les premiers, parce que c'est vrai qu'il y a de l'insécurité, c'est vrai qu'il y a des incivilités qui pourrissent la vie des habitants, il ne faut pas le nier. Mais ça, on a beau mettre de la police, on a beau faire venir des Robocop avec des hélicoptères, comme on l'a vu à la Villeneuve, ça ne règle rien. Sarkozy est venu jouer le cow-boy derrière Valls et Hollande, et le problème n'est pas réglé. Le problème, c'est la désespérance des jeunes, et je voudrais rajouter qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'éducation des jeunes. Et aujourd'hui, tous les gouvernements qui se sont succédés, ils ont pourri l'école. Il manque aujourd'hui des moyens pour l'école, pour prendre par petits groupes tous ces jeunes qui ont des difficultés dans les cités. Et c'est là aussi qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation. Renzo Sully, vous avez beaucoup de temps de parole en avance, donc vous allez être court. Je vais essayer d'être court. Il n'y a pas assez de policiers municipaux, j'entends. Moi d'abord, je voudrais dire qu'il faut tenir les deux volets, qui est le volet prévention, le volet dissuasion, qui est important et qui est de la responsabilité de la ville. Et aujourd'hui, comme il faut faire court, je ne m'y étendrai pas, et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus amenés, les collectivités, à pallier les carences de ce qui est la responsabilité de l'État, puisque la police, normalement, la sécurité, c'est l'État qui doit la garantir aux citoyens. Comme il ne le fait pas, petit à petit, on est amené à le faire. Vous n'avez toujours pas obtenu le commissariat que vous avez longtemps demandé. Alors, je vais en dire un mot. Je veux dire à Magali Vicente, ça fait 10 fois qu'elle redit la même chose avec son adjoint à la sécurité. C'est le maire qui a pris la responsabilité, donc vous le savez. Donc le maire, il assume, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais c'est le maire qui a suivi depuis 3 ans les questions de sécurité. Pas de commissariat, mais une ZSP. On a obtenu la ZSP, il commence à y avoir les premiers résultats, j'espère qu'ils vont se confirmer et j'espère qu'on va avoir plus de moyens humains. Deuxièmement, je veux bien qu'on parle tous de brigade de nuit. Je rappelle que nous avons voté le budget et que dans le budget 2014 que la ville d'Échirolles a voté, il y a 4 postes de policiers pour créer ce que j'ai proposé, une brigade de nuit, c'est-à-dire que les Échirollois, 24 heures sur 24, avec un numéro vert, puissent effectivement appeler le centre de supervision urbaine et avoir quelqu'un. Et que nous voulons, et on l'a écrit, étendre la vidéosurveillance sur tous les endroits sensibles, dans le centre-ville et le quartier ouest. Voilà. Magali Vicente, c'est vous qui le dites. Magali Vicente et Alexis Joly, allez-y. Oui, je veux dire à M. Renzo Sully que voilà, il a mis du temps. Non, mais c'est vous qui le dites. Chaque fois qu'on fait des propositions, vous dites vous mettez du temps, mais vous courez derrière nous. Ça fait des années que vous êtes à la tête de la mairie, vous n'avez pas pris ces initiatives. La vidéosurveillance. On vous a pas attendu. Alexis Joly. J'ai entendu tout à l'heure Mme Gomez parler de la pauvreté qui a amené l'insécurité, en tout cas dans les quartiers. Mais j'ai envie de dire que c'est faux, puisque dans les campagnes sont pauvres, et c'est pas pour autant qu'il y a de l'insécurité. Quant à Mme Vicente, j'entends bien que vous voulez augmenter les effectifs de policiers municipaux, mais c'est assez drôle puisque sous le mandat Sarkozy, vous avez fait la razzia complète de gendarmes et de policiers nationaux. Non, on est en train de parler de la police municipale. Très bien, très bien, et très bien, très bien. Très largement évolué. Parce qu'on a bien vu que la police de proximité mise en place, elle n'a pas fonctionné. Il y a des choses qui sont mises en place, on voit bien que ça ne fonctionne pas, on revient en arrière. C'est drôle de proposer une augmentation des policiers municipaux alors que quand vous étiez au gouvernement, vous avez fait complètement l'inverse. On est en train de parler d'un projet local. Oui, non, mais d'accord, mais il n'y a pas de raison de croire il n'y a pas de raison de penser que vous allez faire demain ce que vous n'avez pas fait hier au niveau national. Pas moi qui ne l'ai pas fait au niveau national, en l'occurrence. C'est votre parti et les gens qui sont venus vous soutenir d'ailleurs au passage. Municipale et pas de la police nationale, on est sur 2 sujets différents. Alexis Joly. Allez-y, terminez, c'est fini. J'ai terminé, j'ai oublié mon dernier point. Oui, il y a un dernier point, il reviendra. Moi, je voudrais juste dire
Que le Front National, il se fiche pas mal de ce qui se passe dans les cités. Madame Le Pen, elle habite dans les quartiers riches. Vous défendez les riches, vous défendez les exploiteurs. Vous totalement. Et vous êtes en dessous de tout. Comme de tous les politiciens, vous êtes des politiciens comme les autres. Vous êtes en dessous de tout. Allez, madame, monsieur, on va avancer sur la fiscalité. Le c'est même pas qu'il n'y a pas de commissariat à Chirol, puisqu'il a fallu que ce soit le journaliste qui lui explique que le poste de police n'est pas un commissariat. Voilà, sur la fiscalité, sur les finances, la moitié environ des foyers échirolois sont imposables sur le revenu. Ils sont évidemment beaucoup plus nombreux à payer des impôts locaux. Échirol, monsieur Berthet nous le disait, c'est un budget global de 55 millions d'euros en fonctionnement, 14 millions en investissement. Une taxe d'habitation de 11%, une taxe foncière à 38%, là où la moyenne de la strate, c'est-à-dire des villes équivalentes, est à 23%. Magali Vicente, vous appelez une baisse des impôts fonciers. Comment est-ce qu'on la finance ? Alors, on a énormément de leviers à la ville d'Échirol pour financer la baisse des impôts fonciers, notamment par énormément de différentes stratégies d'achat sur lesquelles on pourrait faire des économies, notamment sur toute la partie des dépenses courantes qui représente plus de 8 500 000 euros. Alors, j'ai déjà mis en avant un petit exemple tout simple et tout bête, mais il n'y a pas de petites économies. Nous avons reçu en fait notre dotation de timbres et à ma grande surprise, nous avions en fait des timbres lettres prioritaires. J'ose espérer que nous sommes les seuls à utiliser ces tarifs-là et que la mairie et la commune ne les utilisent pas, parce qu'aujourd'hui plus personne n'utilise ce tarif-là, tout le monde utilise le tarif vert puisque nous utilisons les mails en priorité et qu'il n'y a pas de petites économies. Ça va chercher combien ? L'économie ? Je ne sais pas le nombre d'envois que fait la ville d'Échirol. Donc un exemple d'économie, j'entends. Et multiplié par toutes les économies qu'on peut faire sur des petites dépenses au quotidien, oui, nous avons des leviers financiers qui peuvent être nécessaires et qui seront nécessaires pour financer la baisse de la taxe foncière. La politique fiscale globalement ? Nous, on le défend. Moi, j'arrête pas de dire qu'on peut constater à Échirol que les propriétaires fuient. Entre ceux qui fuient et ceux qui ne veulent pas venir, oui, il y a des panneaux à vendre qui se multiplient sur la ville d'Échirol. Et oui, même si M. Renzo Sully ne veut pas l'entendre, nous faisons du porte-à-porte et nous constatons de plus en plus, notamment dans le quartier de la Commanderie, où il y a par exemple 7 maisons qui sont à vendre, un quartier où avant les gens se battaient pour venir habiter. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la ville manque d'attractivité et surtout, la ville aujourd'hui, Échirol est un luxe pour certaines personnes. Ce n'est plus possible d'acheter. Laurent Berthet, on le sait, les dotations globales de fonctionnement, les subventions qui sont versées par l'État vont diminuer. Pour Échirol, c'est 700 000 euros de moins, je crois, pour 2014. Où est-ce qu'on trouve fiscalement les marges de manœuvre pour maintenir un budget ? Alors, fiscalement, il y a déjà une légende à laquelle il faut tordre le cou, c'est le fait que les impôts n'augmenteraient pas. Évidemment, les impôts augmentent tous les ans puisque les bases de calcul augmentent et que bien évidemment la fiscalité locale sur le mandat qui se termine a augmenté de façon importante et a pesé de manière importante sur les feuilles d'impôt des Échirolois. Je crois qu'il faut le dire parce que sinon après ça discrédite complètement le discours qu'on peut tenir. Alors moi je le dis très clairement, notre objectif pour la liste Échirol c'est de maintenir les taux de la fiscalité locale à leur niveau sur actuel. Lesquels les communes pèsent, c'est pas les bases, c'est bien les taux locaux. Les communes pèsent et de se débrouiller avec ça, 55 millions d'euros, je le disais tout à l'heure, pour couvrir l'ensemble des politiques que nous souhaitons mener, y compris les nouvelles politiques, on l'a évoqué, de sécurité. Il faut qu'on arrive à faire tenir ces politiques dans les budgets actuels au niveau de taxes qui est celui que nous avons aujourd'hui. Et puis faire des choix et des priorités. Je crois qu'on a réalisé, il n'y a pas très longtemps, on a fait des choix d'investissement, notamment 4 cours de tennis couverts qui sont les plus beaux de l'agglomération. Et pourtant, on a des écoles maternelles où les enfants font la sieste sur des tapis qu'on déroule par terre. Voilà. C'est ça la réalité. Il y a des choix qui sont faits. Et je crois que ces choix, aujourd'hui, il faut les remettre en cause et faire les bons choix, prendre les bonnes priorités. D'accord sur les choix. Sur la fiscalité, vous me dites, on continue à faire la politique du taux zéro, taux de fiscalité, les taux locaux décidés par les communes de 0%. C'est ce qui se fait depuis 2011, finalement. Pas tout à fait. Expliquez-moi. Il y a eu taxes foncières et taxes d'habitation. Il y a eu des augmentations qui ont été votées sur lesquelles... Alors, depuis 2011, vous avez raison. Depuis le début du mandat, il y a eu des augmentations. Les socialistes étaient abstenus sur ces augmentations-là. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver dans nos ressources existantes les capacités nouvelles à développer de nouvelles actions. Et ça veut dire... Donc les économies. Oui, ça veut dire dans aussi... le fonctionnement. Ça veut dire également
évaluer les politiques que nous menons et accepter d'arrêter celles qui ne produisent pas les résultats escomptés. Concrètement, vous avez appelé à des gains de productivité. Vous avez prononcé le mot, je vous ai lu, vous avez appelé à des gains de productivité. Bien sûr, mais le gain de productivité, c'est quelque chose de positif quand il s'accompagne de l'amélioration des conditions de travail des personnes. Je crois que là-dessus, il ne faut pas avoir de discours théorique, et notamment quand on réalise des investissements qui produisent des économies pour les agents dans le cadre de leur travail. Je crois que c'est quelque chose de positif et pour les conditions de travail des agents municipaux et pour les finances de la ville. Donc c'est ce choix qu'il faut faire et pas celui de l'austérité qu'on a parfois fait en contenant les moyens de fonctionnement des services. Chantal Gomez, les charges de personnel à la ville d'Échirolles, c'est 28 millions d'euros par an. C'est une hausse de 3,4%. Est-ce que les charges de personnel peuvent augmenter indéfiniment alors que les marges de manœuvre... Vous dites charges de personnel. Le travail, le personnel, moi je trouve que c'est quand même une richesse. Ils apportent un plus à la ville d'Échirolles. Et le problème, il n'est pas là, c'est que la fiscalité, elle pèse sur l'ensemble des ménages et surtout les plus modestes, à tous les niveaux. On paye trop d'impôts, c'est évident. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu aussi en plus la TVA, qu'il y a beaucoup de foyers modestes qui se sont retrouvés à payer l'impôt sur le revenu alors qu'ils gagnent une misère. Et puis, je rappellerai quand même que les gouvernements précédents ont baissé aussi la taxe professionnelle que payaient les entreprises pour arriver bientôt à quasiment zéro. Alors qui compense? Forcément, c'est la population qui compense. Et il y a un désengagement terrible de l'État, vous l'avez dit, mais c'est une ville comme Échirolles, c'est 3 300 000, je crois, sur 3 ans, sur une dotation de 11 millions. Donc c'est quand même énorme, en moins pour une ville comme ça. Et où on prend les marges de manœuvre? Et donc voilà, comment voulez-vous? Voilà, on taxe les habitants. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. Et puis vous savez que ça ne va pas se terminer, cette histoire, parce que 50 milliards, le gouvernement a dit qu'il voulait trouver 50 milliards sur les budgets publics. Alors là, il l'a dit clairement. Il y a Lebranchu, la ministre de la fonction publique, qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Elle va s'en prendre au budget des communes. Elle va s'en prendre au personnel des communes. Donc il faut s'attendre, après ces élections, à ce que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer à nouveau. Et c'est le personnel et la population qui va bien sûr trinquer pour le bénéfice à nouveau toujours des mêmes, parce qu'il faut dégager tous les milliards que Hollande vient de faire cadeau aux grandes banques, aux entreprises. Joly, sur la fiscalité. Les impôts locaux, ils ont augmenté de 10% en 10 ans, je crois, sur Échirolles. Et nous proposons déjà, nous nous engageons à ne pas les augmenter, à même à les baisser au cours du mandat. Et pour cela, la ville a aussi plusieurs leviers. Il y a des économies à réaliser, notamment sur le CCAS. Le CCAS, aujourd'hui, représente 6 700 000 euros. Je propose d'organiser un audit pour trouver des sources d'économies et dans le même temps, lutter contre les abus et l'assistanat. Il y a également... Parler au grand patron pour l'assistanat. Il y a également un autre levier disponible qu'on peut mettre en place concernant les subventions qui sont adressées aux associations. Elles sont aujourd'hui à plus de 4 millions d'euros. Et là aussi, nous proposons d'organiser un audit pour trouver des sources d'économie en vue de baisser ces subventions sur certaines associations de 10% par an. Renzo Sully, en ces périodes électorales, j'ai pas vu un candidat encore ne pas me dire qu'il n'augmenterait pas les impôts sur l'ensemble du mandat. Votre première adjointe a dit « Le risque d'une hausse de la fiscalité de nombreuses communes y seront contraintes ». Est-ce que la promesse du 0% sur le mandat qui vient, elle est tenable ? À entendre ce qui vient d'être dit par beaucoup, non seulement c'est ce qu'ils promettent, mais je viens d'entendre qu'on est prêt à la baisser, la fiscalité. Vous vous engagez aussi à faire 0% en promettant des audits, je veux vous informer quand même qu'on a eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes cet automne. Il n'y a pas besoin de faire d'audit sur le CCAS de ce point de vue-là. Vous vous engagez aussi à faire 0% sur le mandat? Moi, je ne m'engage pas à faire 0% sur le mandat. Je veux être honnête avec les Échirollois. La fiscalité à Échirolles, elle a toujours été tenue. C'est vrai que nous avons un foncier bâti qui est au-dessus de la moyenne. Je rappelle que le foncier bâti, il est payé par les propriétaires, par les locataires dans leur loyer, par les entreprises. C'est pour ça qu'un bon nombre de communes ont fait le choix d'augmenter le foncier bâti et pas la taxe d'habitation. Et que nous avons une taxe d'habitation parmi les moins chères de France.
pour les villes de plus de 30 000 habitants. Que quand on fait le cumul des deux, nous sommes dans la moyenne pour ce qui concerne la fiscalité. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, comme les impôts augmentent de partout, comme les taxes augmentent de partout, même la fiscalité locale devient pesante sur les familles et qu'il faut la tenir, la fiscalité locale. Il faut continuer de désendetter la ville, il faut faire des économies. Moi, je veux bien qu'on dise tout et son contraire là-dessus aussi. Mais depuis 3 ans, on a perdu 3 millions d'euros de recettes de la part de l'État, du gouvernement d'avant et du gouvernement d'aujourd'hui. On n'a pas augmenté la fiscalité locale. On a fait des économies et on continuera d'en faire. Pour autant, si le pacte de responsabilité se traduit par une baisse encore massive des dotations aux communes, moi, je ne sais pas faire des miracles. Et donc, je préfère dire la vérité sur l'avenir et les difficultés que les communes auront. Dans un périmètre où la métropole va se mettre en place, on n'en a pas du tout parlé, mais où la métropole va se mettre en place et dont on ne connaîtra pas. On ne connaît pas encore aujourd'hui quel va être le périmètre des communes, quels vont être les transferts qui vont se faire à la métropole, qu'est-ce que ça aura... Vous êtes réticent sur cette métropole, hein, non. Si. Non. Moi, je dis une chose simple. Je n'étais pas pour le projet métropole. Le projet métropole aujourd'hui est s'impose, et donc je travaille pour faire de cette métropole une métropole solidaire, une métropole innovante, une métropole qui soit près des gens et pas technocratique. J'étais encore ce matin avec le président, j'ai en charge la réflexion sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, donc je me battrai pour qu'Échirolles ait sa place dans la métropole. Juste en un mot, un petit tour de table sur la métropole. Laurent Berthet. Moi, je partage la volonté d'une métropole qui soit proche des citoyens et qui soit à l'écoute et qui soit en capacité de mener les bonnes politiques. Je crois que c'est précisément la critique qu'on pouvait faire à la métro telle qu'elle existait jusqu'à maintenant, c'est qu'elle était parfois trop éloignée des réalités. Quelles compétences transférer concrètement le plan local d'urbanisme intercommunal? Vous êtes pour ou contre? Mais on ne nous demandera pas notre avis là-dessus. Donc, ça sera dedans ou ça n'y sera pas. Donc je crois que là-dessus, il faut... Donc tout ce qu'on s'est dit sur le PLU tout à l'heure, finalement, c'est caduc. Non, parce qu'après, les villes restent acteurs, les villes ont capacité à impulser, les villes ont capacité à faire respecter les citoyens. Magali et ce sera ça notre mission. L'interco. Alors moi, ce que je vois de positif dans l'intercommunalité, c'est surtout qu'aujourd'hui, on doit vraiment repenser nos investissements en matière de territoire et plus en matière de communes. Et donc les équipements publics, pour moi, c'est nécessaire qu'ils soient rationalisés au niveau du territoire et donc au niveau de la métropole. On n'investit plus, on attend que la métropole s'en charge. Non, on ne sait pas encore ce que va donner la métropole telle qu'elle va nous être proposée. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on peut plus aujourd'hui, chaque ville ne peut plus assumer les investissements de ses propres équipements. Et puis, pour répondre aux besoins des citoyens, il faut réfléchir en matière de territoire et non plus en matière juste de commune. Alexis Joly. On en parle à l'instant. Donc nous, le Front National, nous sommes totalement opposés à l'idée d'une métropole, puisqu'on sait très bien que c'est un millefeuille supplémentaire qui va faire augmenter les impôts, une nouvelle fois. Voilà. Chantal Gomez, cette métropole, est-ce que finalement c'est pas une machine à fabriquer des fonctionnaires supplémentaires sans les transférer je ne crois pas que ça va fabriquer des fonctionnaires supplémentaires, ça va en diminuer, parce que qu'on mutualise des moyens entre les communes, ça pourrait être bien, sauf que là on voit clairement que ce qu'ils veulent faire justement c'est mutualiser pour supprimer encore des postes. Faire des économies. D'ailleurs les personnels dans les communes sont inquiets et je crois qu'il n'y a rien de bon à en attendre, sauf que les centres de décision seront encore plus éloignés de la population et puis on aura des roitelets locaux, véritables interlocuteurs des patrons qui mettront à la disposition peut-être même des pans entiers du service public qui vont privatiser. Je crois qu'il n'y a rien de bon à en attendre. Je précise juste qu'on a eu quand même un transfert de compétences pour l'enlèvement des ordures ménagères et pour autant les charges de personnel et le nombre de personnel n'a pas diminué. On va passer à la conclusion, il nous reste 2 minutes. Vous avez à peu près 30 secondes chacun pour vous adresser directement aux Échirollois. Vous regardez la caméra qui est en face de vous et vous leur adresser le message que vous souhaitez à quelques jours, donc quelques semaines, 3 semaines du premier tour. Laurent Berthet, c'est à vous. Oui, vous aurez le choix au premier tour de l'élection municipale, à gauche, entre plusieurs listes. La liste Échirolles, c'est vous représentera, portera vos aspirations et fera de la participation habitante un des étendards de son action. Chantal Gomez, c'est à vous.
Eh bien écoutez, moi je crois que voter pour la liste lutte ouvrière, ça sera exprimer le plus clairement possible dans le camp des travailleurs la colère et l'indignation aujourd'hui face à ce gouvernement et derrière lui celui qui agite ses serviteurs politiques, le grand patronat, les multinationales qui font la pluie et le beau temps. Et je voudrais justement qu'on ne laisse pas la voix de l'opposition à la droite et l'extrême droite parce que ça c'est grave. Alexis Joly. Pour ces élections municipales, vous aurez la chance de faire entrer des centaines, des milliers de conseillers municipaux dans toute la France et aussi sur Échirolles. Et nous, en élisant des conseillers municipaux à Échirolles, nous vous promettrons, enfin nous vous prouverons que nous baisserons les impôts, que nous rétablirons la sécurité, que nous gérerons les villes en bon père de famille, que nous serons respectueux de l'argent public et que nous défendrons les petits commerces face à la grande distribution. Renzo Sully. Et en soutenant la liste Vivre Échirolles, vous soutiendrez une ville qui protège, une ville qui partage, une ville qui innove. Vous soutiendrez une liste qui a le souci du rassemblement. Vous soutiendrez une liste qui a le souci de la participation habitante et du développement de la démocratie dans notre commune. Vous soutiendrez une liste qui saura prendre sa place dans la métropole de demain pour défendre les Échirolloises et la commune d'Échirolles. Pour conclure, Laurent Berthet. Ah non, Magali Vicente, pardon. Deux conclusions pour Laurent Berthet. Magali Vicente, c'est à vous. Les 23 et 30 mars prochains, Échirolles aura enfin la chance de pouvoir connaître l'alternance et retrouver toutes ses couleurs. Et à l'image de notre logo, toutes ces couleurs rassemblées dans ce même cœur qui bat, c'est notre promesse pour les Échirollois. Je suis une femme avec du courage, je suis une mère, j'ai de l'émotion, des compétences, des connaissances, je suis entourée d'une équipe dynamique, avec aussi des compétences, qui a l'envie de s'investir pour sa ville. Et c'est ce que nous proposons au sein de la liste Échirolles pour la vie, dans l'intérêt de tous les Échirollois. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Les électeurs trancheront donc le 23 mars pour le premier tour. Merci à tous de votre fidélité. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur Internet. Quant à nous, on a rendez-vous dans une semaine pour 2 débats. Excellent week-end.